Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à moi pour découvrir ensemble le cheminement d'Adfast et de Creswell à travers les différents défis que leur parcours d'automatisation a amenés. Aujourd'hui, non seulement j'ai la chance d'avoir avec moi des entreprises inspirantes qui ont su capitaliser sur les nouvelles technologies pour améliorer leur positionnement, mais en plus, les représentants que j'ai avec moi présentent des parcours atypiques, comme quoi, dans tout ce qu'on entreprend, la destination n'est pas nécessairement dictée par le chemin entrepris. Donc, j'ai Cindy Dandurand avec moi. Elle a complété un baccalauréat en microbiologie et immunologie avant de se destiner à une carrière de gestion avec une maîtrise en administration des affaires à l'Université McGill. Suite à ses études, Cindy a joint Adfast où elle a occupé différents postes de directrice de production jusqu'au poste de coprésidente qu'elle occupe aujourd'hui. Après avoir cultivé des moisissures dans un pétri, aujourd'hui, Cindy les empêche de rentrer dans nos maisons avec du scellant. De son côté, Pierre Jouvin a démontré ses capacités d'overachiever et d'ultra-performant à un très jeune âge en terminant magna cum laude son baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa. Après avoir pratiqué au sein de grands cabinets d'avocats pendant quelques années, il a joint Nova Steel comme VP juridique avant de devenir président de la division de Creswell. Son passé d'avocat en fait un négociateur redoutable, mais toujours très ouvert aux commentaires et à l'amélioration. Cindy, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer les activités d'Adfast? Bien sûr. Adfast est un fabricant d'adhésifs, de scellants et de mousse isolante pour les professionnels de la construction et aussi pour les manufacturiers de véhicules de transport, portes et fenêtres et emballages et des matelas. Merci beaucoup. Pierre, encore une fois, merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous décrire les activités de Creswell? Bien, pour Creswell, on va parler de la division de l'usine de Saint-Hubert. C'est d'abord une partie de produits finis d'Acier Nova, qui est elle-même une entreprise québécoise, une multinationale. Donc, Creswell Saint-Hubert se spécialise dans les godets de construction et aussi dans les poutres de construction et dans une production qui est vendue à, on dirait, 95 % à l'extérieur du Québec. Puis, je pense que c'est quand même assez récent, les efforts que vous avez faits au niveau là, de votre transformation numérique et l'automatisation. À quel moment et pourquoi, surtout, avez-vous décidé de vous lancer dans cette aventure-là? Bien, en 2019, on a vu un tournant important pour Creswell. Il y a eu une suite d'événements qui sont quand même imprévus, qui nous ont permis de reprendre le portrait de l'entreprise qui, à l'époque, était déficitaire. Isabelle Côté prend la tête de l'usine à ce moment-là. On a une usine qu'il faut retourner, des clients qui ne sont pas très contents, beaucoup de main-d'œuvre, qui a une productivité qui est faible. Donc, c'était le temps de faire le point et de parler de technologie. Donc, ironiquement, cette réflexion-là nous a amené à repousser l'automatisation parce qu'il fallait d'abord comprendre ce qu'on faisait, le pousser au maximum de nos capacités et ensuite mettre notre tête à comment automatiser pour le mieux ce qui était disponible. Le risque, c'était de surautomatiser et de remplacer ce qui était possible de faire avec nos employés et qui aurait été beaucoup trop coûteux. Donc, début 2020, on avait retourné l'usine, on avait une usine profitable, une usine qui avait les mêmes ventes, mais avec 60 % des employés. Donc, ça a été le temps de continuer le processus, puis la COVID s'est invitée. Donc, on a repris à partir de là. Est-ce que je comprends que votre première étape a donc été de prendre un pas de recul puis de rationaliser peut-être un petit peu vos processus? Oui, je pense qu'on peut dire qu'Isabelle et son équipe, avec Lac du Cric, ont fait en sorte d'augmenter au maximum la capacité de nos lignes de production avec ce qui était les fruits faciles à aller chercher, même plus difficiles, avant de passer à la réflexion sur l'automatisation, parce qu'il y aurait eu trop de travail à faire chez nous au début si on n'avait pas fait ça. Intéressant. Cindy, de votre côté, je pense que c'est un processus qui est en place depuis un petit peu plus longtemps. Donc, vous, chez Adfast, à quel moment et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure-là? Mais pour nous, l'objectif a toujours été de fabriquer des produits de haute qualité sur mesure avec des petits temps de setup et aussi peu de temps d'arrêt. Donc, ça a toujours fait partie de nos idées, de nos plans d'automatiser. Même depuis les années 90, en fait, pendant les années 90, notre CEO a visité plusieurs usines au Japon, en Malaisie, en Allemagne. Donc, il s'est inspiré de ces visites
pour retourner à Montréal et monter nos premières lignes automatisées. Donc, on a été choyés, en fait, en sorte d'être invités à faire l'espionnage industriel. On est invités, donc ils ont approuvé, mais quand même, on a bénéficié. Donc, dans les années 90, on a monté les premières lignes automatisées. En 2004, on a commencé la collecte de données puis la surveillance de la production à distance. Puis en 2015, c'est là qu'on a lancé le premier projet pilote MES. C'était un logiciel open source à l'époque qui s'appelait LibreOffice, si je ne me trompe pas. Et la collecte de données, l'architecture, elle a évolué là, au cours des années, en 2015 et 2022. Donc, on collectait le temps d'empaquetage. Par la suite, on a ajouté le temps d'arrêt. Ensuite, on a décortiqué les types d'arrêt. On a ajouté les maintenances préventives et correctives. Et en 2019, on a poussé la machine un peu plus pour être non seulement automatisé, mais 4.0. Donc, on a obtenu la certification BNQ, on est vitrine 4.0 parce que notre MES, notre ERP puis notre WMS sont interreliés. Il y a l'interopérabilité entre les trois logiciels. Donc, c'est non seulement la collecte de données, mais aussi l'échange et la délégation de tâches entre les systèmes. Donc, ça fait plusieurs années que c'est en cours, puis l'aventure est loin d'être terminée, en fait. Puis aujourd'hui, dans la situation où vous êtes, avec le recul, qu'est-ce que ces investissements vous ont apporté, que ce soit en frais de croissance, de stratégie, de clientèle, de nouveaux produits, de liaison avec les employés? Qu'est-ce que ces investissements-là ont apporté à Adfast au cours des années? Beaucoup. Si on parle de 2015, lorsqu'on a vraiment commencé de plus en plus à automatiser, à collecter des données, on avait des revenus de 38 millions. Et puis, aujourd'hui, on a des ventes de 70 millions. Donc, on est passé de 38 à 70 avec les mêmes équipements. Puis, juste pour vous donner une idée, on a plusieurs... Pardon? Vous avez presque doublé votre croissance, principalement en automatisant puis en allant collecter des données. Exactement. Exactement. Et puis, dans une de nos usines, par exemple, on est passé de 6 lots par jour à 16 lots par jour avec les mêmes corps de travail. On est passé d'une vingtaine de couleurs de scellants, aujourd'hui plus de 400 couleurs de scellants. Et puis, on est en mesure de les fabriquer à coût d'une boîte. Donc, on n'est pas... C'est non seulement qu'on offre 400 couleurs, mais c'est qu'on peut passer d'une couleur à l'autre rapidement sans exiger des quantités minimales d'achat à nos clients. Je trouve ça super intéressant ce que vous dites, Cindy, parce que ce sont des enjeux qu'on entend chez toutes les entreprises. J'ai besoin d'augmenter mon volume de production. J'ai besoin de pouvoir faire des petits lots personnalisés, mais je n'ai pas d'espace pour agrandir. Je n'ai plus de plage horaire pour produire. Je travaille déjà sur 3/4. Et là, vous avez été capable de tripler votre production, en plus d'être capable d'offrir des lots personnalisés en très, très petite quantité. C'est ça que je comprends. Oui, exactement. Donc, c'est gagnant pour les clients parce qu'on est en mesure d'offrir des produits vraiment personnalisés à leurs besoins. Nous, on a augmenté la profitabilité, elle a augmenté à chaque année. On a pu optimiser l'utilisation des équipements plutôt que d'en acheter des nouveaux. Et ça nous a permis d'acquérir des nouveaux parts de marché, puis d'ouvrir 11 localisations, en fait, en Amérique du Nord, puis on ouvre une nouvelle localisation chaque 8 mois. Donc, on est vraiment... mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je parle de visite d'usine dans les années 90, les premières lignes en 90, puis l'évolution. Donc, c'est sûr que ça a été une évolution progressive, mais il faut commencer à quelque part. Non, puis on voit que les résultats sont là. D'ailleurs, ça m'amène, Pierre, les investissements que Cresswell s'apprête à faire ou a déjà entamé, c'est quand même important. Là, on parle d'automatisation pour des pièces qui sont d'un volume là, plutôt important puis des poids qui sont assez élevés. Donc, comment est-ce qu'on se sécurise dans ces investissements-là? Quand on doit allonger plusieurs millions de dollars sur la table, est-ce qu'on calcule un ROI? Si oui, comment? Comment est-ce qu'on justifie ces investissements-là à notre comité de direction? Je pense qu'avant d'investir ou d'aller au ROI, ce qui était essentiel, c'est de se dire qu'on a mis en place puis les mécanismes qui étaient nécessaires pour améliorer la production avant. Quand tu as fait l'effort de doubler tes ventes, d'augmenter ta productivité et tout le reste, sans avoir mis en place les nouveaux équipements,
On est allé voir les concurrents, on a fait le tour. Comme Cindy, ils nous ont reçus, on a eu la chance de voir ce qui avait été mis en place, ce qui était vraiment exceptionnel. D'aller voir nos clients qui ont aussi de la robotisation Volvo à un niveau vraiment plus élevé que ce qu'on pouvait espérer. Donc, à partir de ce moment-là, on a fait le travail interne, on s'est rassuré sur notre capacité de faire une analyse qui était la plus intelligente possible. Je veux dire possible parce qu'un avocat, ça peut planifier, puis des fois, ça peut même compter. Mais il y a une chose que ça ne peut pas faire, c'est rédiger un cahier de charge, puis suivre des projets, puis savoir si le robot va faire ce qu'on lui demande. Et donc, il faut s'entourer. Je pense ce qui était important, c'est de créer une équipe de projet puis une équipe de production qui travaillent ensemble, mais de s'entourer de gens compétents qu'on n'a pas les moyens d'avoir à l'intérieur à temps plein au départ, okay? Et qui pouvaient nous amener à l'étape qui était la prochaine. Et ça a été fait avec le ministère de l'Économie, avec Investissement Québec et le CRIC. Le CRIC a été un partenaire exceptionnel. Sylvain Bilodeau et son équipe ont fait la différence, des voyages en Europe avec nous, même pendant le COVID. L'examen des procédés qui avaient été retenus ailleurs, ce sont eux qui ont monté les cahiers de charges, qui ont même négocié pour eux une capacité qu'on n'avait pas. Une fois ceci fait, ça permet à nos actionnaires de prendre une décision qui est basée sur quelque chose qui est solide. Puis on est chanceux, notre actionnaire a embarqué dans le projet et c'est quand même un investissement qui représente la grande majorité de nos ventes de 2019. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait avoir fait nos devoirs comme il faut. Là. Mais on a une usine qui, aujourd'hui, a doublé ses ventes et est profitable avant même ça. Donc, c'était plus facile de vendre que de vendre de l'espoir. Je trouve ça intéressant parce que ce que j'ai dit au début, c'est le chemin entrepris n'est pas nécessairement garant de la destination finale. Puis là, je vous parle, puis je remarque que vous avez à peu près pris le même chemin. Donc, on pourrait comprendre qu'il y a peut-être des bonnes pratiques à aller tirer de là. Donc, on va aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. On va aller regarder qu'est-ce qui a été fait dans d'autres usines. On va s'entourer pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Donc, je commence à déceler là, certaines bonnes pratiques qui ont été mises en lumière là, par vos deux parcours. Pierre, vous mentionnez qu'on est quand même dans des projets qui sont relativement embryonnaires. On commence ces efforts-là de transformation chez Cresswell. Comment est-ce qu'on priorise ou qu'on sélectionne des projets à réaliser quand tout est à faire? Bien, je pense que si le travail a été bien fait dans la préparation puis dans l'amélioration avant l'automatisation, on a commencé à dégager les grandes lignes de ce qui devrait être la prochaine étape. Le choix des équipements va suivre. Mais c'est là qu'inviter l'expertise extérieure est important parce qu'on peut se convaincre nous-mêmes de bien des choses. Et dans notre cas, à travailler avec des gens de l'externe, on a vu ou pris des chemins qui ont été beaucoup plus efficaces, on croit, que ceux qu'on aurait pris au départ. Au début, il y avait une folie de robots collaboratifs. Dans notre cas, aujourd'hui, on a fini en Allemagne avec Cluse, avec des robots qui vont être uniques, puis une technologie qui va être exceptionnelle. Mais c'est grâce à l'apport de ces gens-là qui nous ont permis d'établir une vision différente de celle qu'on avait. Ensuite, on travaille avec nos experts, notre équipe à l'interne. Moi, je suis un avocat, donc je crois au plan, je crois aux lignes de temps, je crois au plan détaillé. Okay? La survie de l'usine dépend à moyen terme de la réussite du plan, compte tenu du fait que nos concurrents sont partout à travers le monde, sauf en Amérique du Nord, donc en Corée, au Mexique et ailleurs. Donc, il fallait aller de l'avant, faire les bons choix. On a posé des questions à nos clients aussi. On est allé s'asseoir avec eux. On a fait nos visites, comme je l'ai dit, des concurrents. Et avec ça, on a établi les priorités. C'est quand même chanceux, avec l'aide d'Investissement Québec puis de nos propriétaires, on remplace 75 de notre équipement de production. Donc, c'est difficile pour l'équipe de production qui doit doubler sa production pendant qu'on fait ça. Mais d'un autre côté, on a eu la chance et le support financier pour aller bien au-delà de ce que certains projets permettent, puis on en est conscient. Mais c'est le travail du départ qui va assurer un certain succès. Et il y en a beaucoup de travail. Oui, c'est la transformation numérique, c'est un projet de longue haleine. On le voit avec Cindy, là, qui ont commencé au courant des années 90 et qui est encore dans cette mouvance-là. Cindy, je me permets de rebondir sur ce que Pierre vient de mentionner. Pierre dit qu'ils ont sollicité leurs clients là, pour avoir peut-être un petit peu d'inspiration. Est-ce que c'est quelque chose qu'Adfast a réalisé? Donc, d'aller voir des clients, poser des questions, qu'est-ce qu'ils anticipaient comme besoin dans le futur? Est-ce que vous avez sollicité vos clients pour disons, mousser votre transformation? Absolument. Depuis nos débuts, le but, c'est vraiment de faire des produits personnalisés. Donc, il faut que tu commences par comprendre les besoins de ton client, les besoins non comblés. Il faut toujours être
à l'écoute puis à l'étude des opportunités. Donc, une de nos avantages concurrentiels comparativement aux entreprises géantes multinationales contre qui on se bat, nous, on est fabricant et puis on vend direct. Donc, la proximité envers le client, c'est super important. Puis c'est de là qu'ils proviennent les 400 couleurs qu'on a développées. Puis c'est non seulement 400 couleurs, mais il y a des dizaines, des vingtaines de chimies différentes qui sont plus appropriées pour une application, versus une autre. Donc, on reste près du client. Bien sûr, on observe leur ligne de production parce que 50% de nos revenus sont envers les professionnels de la construction, mais l'autre 50%, on vend nos adhésifs et nos scellants à des fabricants. Donc, c'est non seulement qu'on veut comprendre ce qu'ils ont besoin en termes de couleur ou chimie, mais on apprend leur ligne de production pour les aider à automatiser, pour les aider à couper des étapes dans leur ligne, soit avec nos produits ou avec l'automatisation. Donc, c'est de quoi qui a toujours fait partie de notre culture et qui va continuer. Donc, ce que je comprends, c'est que au courant de votre transformation d'entreprise, vous avez même pu aller chercher des nouvelles opportunités d'affaires. Oui, exactement. Puis il y a aussi, je ne voudrais pas oublier de mentionner la compréhension du client interne. Parce que lorsque tu mets en place des logiciels, des systèmes ou des nouvelles lignes automatisées, il faut s'assurer que ce qu'on met en place fait du sens pour l'opérateur de production ou pour le mécanicien qui s'occupe de la maintenance. Donc, il y a aussi dans notre développement, on a fait appel aux opérateurs pour leur demander leur avis. Souvent, c'est eux qui proposaient une nouvelle source de collecte de données ou une nouvelle donnée à analyser. Et puis, surtout au niveau des interfaces. Donc, tu veux faciliter la vie de l'opérateur, tu veux l'encourager, tu veux que ça soit simple à documenter, justement, pour que tu aies une donnée fiable. Donc, le client interne aussi était super important pour l'évolution de notre programme d'automatisation 4.0. Je trouve ça le fun parce que votre transformation vous a permis de passer de fournisseur à partenaire d'affaires pour vos clients externes, puis vous a permis aussi probablement de devenir un employeur de choix pour vos clients internes. Donc, on voit là, que ça a été win-win-win sur tous les panneaux, votre transformation. Par ailleurs, parlant de votre transformation, ça fait quand même presque 30 ans que vous êtes dans ce processus-là. Est-ce que vous anticipez une fin à ça? Puis qu'est-ce qui reste à faire? Non, vraiment, il n'y a jamais de fin. Notre modèle d'affaires, c'est la customisation. Donc, pour être en mesure de le faire, bien, on finit par personnaliser nos usines pour chaque client. Il faut toujours être à l'écoute. Il faut toujours aussi chercher des opportunités pour réduire les temps de setup, réduire les temps d'arrêt. On cherche toujours à faire plus avec moins. Il y a aussi, on est à la recherche constamment d'opportunités pour intégrer l'intelligence dans les machines, pour réduire l'erreur humaine et pour aussi permettre même une intervention automatique par la machine elle-même lorsqu'elle détecte une condition qui pourrait être problématique. Puis, on parle beaucoup des usines de production à automatiser, mais nous, on analyse chacun nos départements. On est peut-être 4.0 dans nos usines, mais il y a d'autres départements où on est peut-être 1.0, 2.0, 3.0. Donc, il faut élever notre niveau dans plusieurs départements et dans plusieurs procédés. Donc, c'est jamais fini. Encourageant. Pierre... Mais c'est le fun. Non, mais c'est sûr, la nouveauté, c'est ça qui nous garde alerte, ça nous garde sharp. Pierre, vous avez commencé par raffiner vos processus pour rationaliser les données à collecter. Cindy, vous collectez, vous, des données depuis quand même quelques années. Puis ma compréhension, c'est que vous commencez à les utiliser là, de façon vraiment intensive. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps-là avant de les utiliser? C'était pas un choix. C'est pas comme si on s'est dit, bon, on va commencer à collecter en 2004, puis c'est quoi, on va commencer à les utiliser en 2019. Mais ça s'est fait progressivement. Les premières années, on ne faisait pas confiance aux données parce qu'il y avait une grande partie qui était saisie manuellement par l'opérateur. Donc, si l'opérateur oubliait de peser sur Start au début du setup ou oubliait de peser End à la production à la fin de la journée, le compteur, il continue à rouler. Donc, dans ta base de données, tu retrouves des temps qui ne font pas vraiment de sens. Donc, il a fallu automatiser la saisie des données pour qu'elles soient plus fiables. On a remplacé tous les champs de texte par des menus déroulants pour que les choix, soit de type d'arrêt ou de cause d'arrêt, étaient limités, bien précis.
On a formé les équipes, on a aussi impliqué la maintenance. Donc, il y a des menus déroulants ou des questions qui sont posées à l'opérateur dans l'automate, d'autres pour l'équipe de maintenance, pour qu'on puisse vraiment cibler les causes. Et une fois que la donnée était fiable, on a commencé à calculer l'efficacité sur chacune de nos lignes, donc le TRG, puis on les affichait un peu partout dans les usines. Donc, depuis 2019, on les affichait, mais on ne voyait pas vraiment un progrès. Ce qu'on a fait depuis bientôt 1 an, on a lancé un programme de bonification, ce qu'on appelle la bonification TRG. Donc, on a ciblé une efficacité sur chacune des lignes parce qu'elle est différente d'une ligne à l'autre. On a ce qu'on appelle des autoroutes et d'autres lignes qui sont plus pour des produits personnalisés. On a ciblé une efficacité pour chacune des lignes. Et puis, si on atteint l'efficacité ciblée, les opérateurs de production, les mécaniciens de maintenance et l'équipe de qualité reçoivent un montant proportionnel. Donc, les 2 premiers quarts, on n'avait pas atteint les cibles, mais ce qu'on voyait, c'était une meilleure coordination entre les équipes pour réduire les temps d'arrêt, pour réduire les temps de setup. Et rendu au 3e quart, il y avait atteint une cible sur 5. Donc, tout le monde était encouragé. Ce que je trouve le fun, Cindy, c'est qu'il y a vraiment 2 dimensions ici. Vous avez été capable de mettre en place un programme de motivation extrinsèque pour que tous vos employés qui sont critiques dans votre production soient, pardonnez-moi l'anglicisme, onboardés dans votre programme. Et de l'autre côté, depuis que je travaille chez Investissement Québec, on parle de transformation numérique, on parle d'industrie 4.0, puis on dit qu'il faut briser les silos. Mais j'ai rarement vu des entreprises être capables de les abattre complètement, comme ce que vous venez de décrire. Donc, bravo, Cindy, là, pour toutes les initiatives qu'Adface a mis en place. C'est vraiment super inspirant. Pierre, de votre côté, vous êtes dans vraiment là, dans le processus complet là, de la transformation. Qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui hésite à démarrer sa transformation? Je pense que c'est vraiment la partie qui est la plus difficile, là, de se mettre le pied dans l'eau du bain. Vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous diriez à cette entreprise-là? Mais je pense qu'il faut y aller, mais il faut faire la boucle complète des bons partenaires. On commence, comme Cindy l'a dit, avec nos employés. Je pense qu'il faut les impliquer à chaque étape, non seulement leurs compétences, mais le fait que le projet leur appartienne. Il faut aller à l'extérieur. Il faut impliquer nos clients. Dans notre cas, c'est des manufacturiers d'origine. On comprend Volvo, Pico, Komatsu. Ce sont des grands, mais ce sont des gens qui sont d'une aide précieuse quand on va à l'extérieur. Même nos concurrents ouvrent les portes. Il faut bien s'entourer. OK? N'hésitez pas à aller chercher l'expertise. Il y en a au Québec. Okay? Il y a de l'excellente expertise. Un jour, on sera peut-être assez gros pour la garder, mais je veux dire, en attendant, elle existe. Okay? Puis surtout, avant d'automatiser, faites vos démarches à l'interne pour bien s'assurer que l'automatisation va adresser les bons problèmes puis amener les bons gains. Parce qu'à un moment donné, je dis toujours en riant qu'il n'y a rien de plus inutile dans la vie que de bien faire quelque chose qui n'a pas besoin d'être fait. Donc, tout ce qu'on a automatisé pour rien, ça a quand même un coût significatif. Et là-dessus, je dois dire, Audrey m'en a déjà fait la remarque, mais au Québec, on me le fait souvent, faites attention aux données, à la collection de données. Les gens peuvent se perdre longtemps. Faites aussi attention à ce qui a vraiment besoin d'être automatisé pour mettre l'argent qui est quand même limité au bon endroit. Ça fait que je dirais aux gens, avec la bonne équipe, là, vous allez avoir une belle aventure. Puis elle va être utile même avant les robots. Pour citer un comptable très connu au Québec, Pierre, je pense qu'une des questions qu'il faut se poser quand on se lance dans des projets d'automatisation, c'est « en as-tu vraiment besoin? » Je pense qu'au Québec, pour remplir à ça, Audrey, tout le monde en a vraiment besoin. On ne peut plus se fier sur la faiblesse du dollar. Tous nos concurrents s'automatisent au Mexique, en Corée et partout. Leurs salaires sont plus bas que les nôtres. Donc, à partir du moment où on ne suit pas le train, si on veut exporter, on ne sera juste plus là. Je pense que Sylvie le vit au quotidien. Non, vous avez tout à fait raison, Pierre. Mon commentaire était davantage à automatiser ce qui vaut vraiment la peine d'être automatisé. J'en profitais pour faire une blague. Vous avez tout à fait raison, Pierre. On est rendu là, il faut le faire, il faut sauter dans le train. Cindy, vous avez une expérience un petit peu plus longue dans l'automatisation et la transformation numérique. Quels seraient les meilleurs conseils que vous pourriez partager à Pierre ou à d'autres entreprises qui sont dans la même situation? Je dirais de ne pas être trop ambitieux dans la sélection des projets. De notre côté, là où on a été moins winner, excuse-moi pour l'anglicisme,
c'est qu'on n'a pas nécessairement toujours gardé un équilibre entre l'amélioration continue des équipements existants et l'installation de nouveaux équipements. Tu sais, il y a des fois où est-ce qu'on s'emballait par l'idée de « Oh, on va aller acheter ci, on va aller acheter ça, on va doubler la capacité », puis on mettait de côté temporairement l'idée « Non, 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 on n'est même pas rendu à 80 d'efficacité sur la ligne X, Y, Z. Misons sur l'augmentation de l'efficacité des lignes existantes parce que si tu achètes des nouveaux équipements, on s'entend que ce sont des investissements, mais après ça, on prend nos ressources internes de programmation, de maintenance, de technologie manufacturière pour se concentrer sur les nouveaux équipements et puis ils n'ont plus de temps de s'occuper des équipements existants. Donc ça, c'est de quoi on a appris à ne pas faire. Et aussi, quand je parle de ne pas être trop ambitieux, si on parle de côté logiciel, ça ne sert à rien d'acheter plusieurs modules si la maîtrise ou l'optimisation de ceux qu'on a déjà n'est pas terminée. T'sais, achète ce que tu as besoin au moment que tu en as besoin, même si ton fournisseur il t'offre un beau package, ça va être plus avantageux. Puis même peut-être que tu vas te rendre compte après le premier module que ce n'est pas tout à fait le logiciel que tu as besoin puis tu vas te tourner vers autre chose. Donc, allez-y tranquillement. Wow, merci beaucoup, Cindy. C'est vraiment super riche comme conseil. Donc, si je me permets là, de faire un petit recap rapidement. Donc, on parle avant de commencer à faire des gros investissements dans de l'équipement, s'assurer qu'on maîtrise bien les processus qu'on a déjà en place, qu'on a capitalisé au maximum sur ces processus-là. Ce qui revient un petit peu d'ailleurs à ce que Pierre mentionnait au début de notre rencontre, et également que c'est vraiment un processus qui doit être bidirectionnel. Donc, ça ne peut pas être uniquement la direction qui pousse les KPI puis les données à collecter. Il faut vraiment que ça vienne des deux côtés pour que tout le monde puisse embarquer dans ce projet-là de transformation. Pierre, Cindy, en terminant, vos parcours sont super différents, mais vraiment inspirants à leur manière tous les deux. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux entreprises du Québec qui hésitent à se lancer dans l'aventure? Comment vous les encourageriez, disons, à faire le pas? Pierre, je commence avec vous. Ben moi, je veux dire, j'ai pas le choix. De façon simple, pour survivre, il fallait y aller. Donc, à partir de ce moment-là, quand on veut sortir de chez nous puis concurrencer, on n'y arrivera pas sans s'y lancer. Il faut bien s'équiper, il faut être patient. Cindy a raison. Il faut voir de façon réaliste, par étapes. Mais il faut se préparer. Je pense que d'ici 10 ans, le Québec va devoir rattraper son retard technologique. C'est une réalité. Le rattrapage du retard technologique, d'ailleurs, comme vous le mentionnez, Pierre, ça commence aujourd'hui, je pense. Cindy, de votre côté? Je suis parfaitement d'accord avec Pierre. Si vous souhaitez être compétitif à l'international ou si vous voulez, même si vous voulez rester au Québec puis que vos clients sont au Québec, ce sont les compagnies à l'externe qui vont compétitionner avec vous. Si vous voulez assurer la pérennité de votre entreprise pour les prochaines générations, attendez pas. Le virage est vraiment nécessaire. Puis il y a une belle grande communauté d'entreprises et d'organismes québécois qui sont disponibles pour vous aider, comme Pierre a mentionné. Atlas aussi a beaucoup travaillé avec Investissement Québec, avec Cifrio à l'époque, avec l'MEI, avec CRIC. Donc, il y a vraiment des belles organisations pour vous aider. N'ayez pas peur, allez-y en petites étapes. Merci beaucoup à tous les deux. Si je reprends un petit peu là, les grands messages que vous avez communiqués, on maîtrise les processus qu'on a en main. On fait des choix audacieux, mais quand même conservateur dans les projets qu'on réalise. On y va par petites étapes. On s'entoure d'experts avec qui on est en confiance pour pouvoir cheminer. On s'assure d'intégrer l'ensemble de nos employés dans notre transformation numérique. Puis après ça, bien, on avance petit à petit. Puis le temps qu'on s'en rende compte, ça va faire déjà 10 ou 15 ans qu'on est dans cette transformation-là. On va avoir amélioré notre processus, on va avoir doublé notre croissance, on va avoir établi des partenariats avec nos clients, on va être des employeurs de choix pour nos employés. Donc, je pense que la transformation numérique et la transformation au niveau de l'automatisation n'amènent que des bons côtés pour les entreprises. Merci infiniment à tous les deux, Cindy, Pierre. C'était un plaisir de vous avoir. J'aurais pu vous poser des questions encore pendant des heures, mais c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup à tous nos participants. Merci beaucoup. Merci Audrey. Merci tout le monde.